Vous êtes sur le podcast de l'ACDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Simon Laval, Team Leader User Research and Product Definition chez Air Liquide. Après nous avoir présenté son parcours d'études européen et sa première expérience chez Saint-Gobain, Simon nous parle de la recherche utilisateur et du design intégré chez Air Liquide. Il nous explique l'intérêt du design dans un groupe industriel. Faire en sorte que la sécurité, la fiabilité, la performance et la désirabilité soient au rendez-vous de chaque solution proposée, et cela à l'attention des différents types d'utilisateurs, tels que les clients, patients et employés. Avec son équipe, Simon s'appuie sur une approche immersive en allant directement à la rencontre des utilisateurs pour comprendre leurs besoins et motivations afin de définir les contours de leur expérience actuelle et future. En un mot, le designer définit les propositions de valeur centrées utilisateurs. L'équipe est composée de différents profils, mais l'important est de toujours faire travailler un binôme afin de mixer les approches. Simon nous parle d'un projet qui l'a marqué depuis son arrivée, la Persona Encyclopédia. Il s'agit d'une base de données qui compile les connaissances sur les comportements et usages des utilisateurs, accessible à tous les collaborateurs de l'entreprise. Cette précieuse matière permet de questionner le cadre des projets en amont des premières hypothèses ou des solutions via le prisme des populations concernées. Simon nous explique que la phase de projet qu'il trouve la plus intéressante est la capacité à donner la vision cible dans les projets et dans les contextes très industriels. Il nous montre que chez Air Liquide, le rôle de user researcher et du designer est de toujours revenir aux motivations des utilisateurs cibles afin de proposer une expérience globale cohérente entre les attentes des utilisateurs et l'objectif donné au projet, et ce malgré les différents intervenants. Les outils utilisés par l'équipe sont d'ordre qualitatif. Les personas, les parcours d'expérience, les cartographies type journée map, qui sont toutes déconstruits et adaptés à chaque projet, besoin et contexte. Nous finissons notre échange sur la reconnaissance du design chez Air Liquide, qui a trouvé sa place de manière plurielle. Identification et résolution des points de friction, capacité à questionner des briques technologiques à travers des projets et le savoir-faire des designers à cartographier des écosystèmes complexes pour apporter des nouveaux regards, notamment plus centrés utilisateurs. Je vous laisse écouter cet épisode. Si vous aimez notre podcast, pensez à le partager autour de vous et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci! Bonjour Simon, tout d'abord, merci d'accepter de participer à notre podcast sur le design intégré en entreprise. Et peux-tu commencer par nous présenter ton parcours, s'il te plaît? Bonjour Annabelle, merci pour cette invitation. Donc, pour résumer mon parcours, je dirais que ça a commencé à l'ENSI les ateliers, où j'ai eu la chance d'intégrer un master qui s'appelait à l'époque le Master of European Design. Et donc en plus des ateliers, j'ai pu passer une année à la Cologne International School of Design, mais également aussi une année au Politecnico de Milan. J'ai pu m'intéresser à des champs du design tels que notamment la recherche utilisateur, le design de service ou encore le design d'interface. Et après, ces 5 années à voyager, je dirais, en Europe, j'ai pu rentrer à Paris et très rapidement rejoindre le groupe Saint-Gobain, plus particulièrement un centre de R&D qui s'appelle Saint-Gobain Research, qui est l'un des principaux centres de R&D du groupe et qui avait pour objectif vraiment de soutenir, je dirais, le mandat de Saint-Gobain, c'est-à-dire concevoir, produire, distribuer des matériaux pour le marché de l'habitat ou de l'industrie. Et c'est dans ce contexte-là, avec d'autres designers et d'autres sociologues, que l'on cherchait à comprendre, enrichir, à imaginer des interactions et même des nouvelles expériences pour toutes les populations concernées. Ça pouvait être des futurs habitants, des forces de vente, des artisans. Voilà, la liste était sans fin, c'était aussi diverse que les marchés du groupe. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Air Liquide, où j'accompagne maintenant désormais en tant que responsable d'une équipe des user researchers et des designers au sein d'un département, produit, qui est rattaché au digital en IT. Est-ce que tu peux nous présenter l'activité d'Air Liquide, nous présenter ton rôle et peut-être aussi l'équipe, ses fonctions, ses métiers? C'est une question intéressante parce que souvent, quand je parle du design, la recherche utilisateur chez Air Liquide, on me regarde avec des, avec des grands yeux. Donc, c'est toujours intéressant d'expliquer ce qu'on peut faire et comment on peut aider le groupe. Alors déjà, pour présenter Air Liquide, c'est un des leaders mondiaux des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. On peut penser notamment à l'oxygène, l'azote ou encore l'hydrogène.
Voilà, c'est toutes ces molécules, ça incarne vraiment le territoire scientifique du groupe. Et ça, depuis 1902, voilà, il y a eu un portefeuille d'activités extrêmement divers qui a pu être développé. Ça passe par la très grande industrie où on produit et livre des gaz directement dans des bassins industriels, mais également par une très grande diversité de clients qui va du petit artisan jusqu'à des grandes multinationales avec une branche industrial merchant, on l'appelle. Et également, voilà, tout ce qui est lié à la santé, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Et également, voilà, tout ce qui est électronique, ingénierie de construction, transition énergétique ou encore la deep tech. Donc, c'est extrêmement varié. Nous-mêmes, les premiers, nous découvrons des nouveaux champs tous les jours au travers de nos études. Et je dirais qu'en tant que designer, c'est vrai que ça peut surprendre. On peut toujours se poser la question pourquoi le design ou la recherche utilisateur dans un tel contexte. Mais finalement, c'est extrêmement utile et c'est aussi une des raisons qui a fait que ça a été intégré assez rapidement comme compétence. C'est que finalement, notre équipe, elle a le rôle de concevoir des produits, alors très souvent digitaux, également des services, pour s'assurer que le premier pilier qui est la sécurité, aussi également la fiabilité, la performance et aussi la désirabilité des solutions soit au rendez-vous. On a plusieurs types de populations en tête. Ça peut être des utilisateurs, des clients, des patients, même des employés sur certains sujets. Et nous, ce qu'on cherche au travers de nos projets au quotidien, c'est que finalement l'adoption de ces populations avec ces solutions soit au rendez-vous et surtout qu'il y ait de la création de valeur également. Donc ça, c'est les deux objectifs plus importants. Et pour parler peut-être plus de nos approches, je dirais que nous, on a principalement des approches qualitatives. On a le rôle d'identifier aussi, enfin surtout les besoins et les motivations de ces populations-là en cherchant à comprendre leurs usages en allant sur le terrain. C'est vraiment une des spécificités de notre équipe, hein, c'est d'aller à la rencontre de ce terrain et d'utiliser, je dirais, le regard très singulier, très spécifique du designer pour comprendre ces besoins-là. Mais ça, c'est dans le cas où ces usages ou ces comportements existent. Il y a aussi des cas où finalement, qu'on pense à des solutions peut-être plus long terme, ces usages ou ces comportements n'existent pas encore, c'est pas encore une réalité. Donc dans ce cas-là, notre rôle, nous, c'est vraiment de modéliser des concepts de solutions avec nos partenaires pour ensuite pouvoir les tester sur le terrain, pouvoir collecter un maximum de retours, de feedback pour s'assurer qu'on délivre la juste valeur de la bonne manière sur population également. Mais bon, dans les deux cas, qu'il s'agisse d'usages existants ou à inventer, vraiment notre équipe cherche à formuler des insights en allant sur le terrain, toujours pour apporter un nouvel éclairage, qui nous permet, nous, je dirais, finalement, de définir des propositions de valeur où on replace l'humain au centre du projet, parce que finalement, il va y a toujours avoir un représentant de tous les piliers de ce qui fait un projet chez Air Liquide. Il y aura la technique, le légal, le marketing, la qualité, etc., la sécurité. Mais si le designer ou le user researcher au sens large n'est pas là, qui représente l'humain dans ces instances-là, ben ça c'est pour ça qu'on a intégré, c'est ça qui est important. Donc nous notre rôle c'est vraiment, je dirais voilà, d'aller sur le terrain, partager ces enseignements et surtout définir des propositions de valeur, ce que nous on appelle en interne user centric, donc centré autour de ses besoins utilisateurs. Tu parles d'équipe. Cette équipe, elle est constituée de quel type de profil? Est-ce que ce sont que des designers et enfin quel métier? Le rôle, on a compris, c'était surtout de l'observation de l'usage. Combien de personnes et comment ça s'organise, la répartition du travail entre vous en fonction de vos métiers? Déjà, nous, on est une équipe, alors au sens large, c'est une équipe produit qui est rattachée au Digital and IT. Et au sein de cette équipe, il y a une très grande diversité de talents. Il peut y avoir des profils plus user researcher, donc les personnes qui réalisent des études pour mieux comprendre ces usages, donc très en amont des projets. Et à l'inverse, des profils plus delivery, donc plus UX design, qui vont travailler avec d'autres entités IT pour déjà voilà, passer à l'échelle et pouvoir construire les solutions de manière plus industrielle, je dirais. Et entre, on a une très grande diversité. Il y aura plus des profils design de services également, plus des profils orientés prototypage. C'est extrêmement varié. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, lorsque nous, on intervient sur des projets, on aime et on arrive à le faire, c'est aussi une de nos fiertés. On arrive toujours à avoir un duo recherche utilisateur et design. Certains designers ont une très forte appétence pour la recherche utilisateur et à l'inverse également, des user researchers ont une grosse appétence pour le design. Et ce qu'on aime, c'est métisser, je dirais, cette manière de voir, notamment voilà, ces usages et ces problématiques. Et nous, dans tous les cas, néanmoins, voilà, ces duos, ils interviennent très souvent en phase amont sur des POC, donc des preuves de concept, ou des MVP pour évaluer la valeur juste à offrir, et surtout qu'elle soit la plus incarnée possible. Très tôt, on veut pouvoir dire, si vous voulez offrir telle expérience de qualité à telle population, aussi à minima la vision cible que nous devons atteindre,
Vraiment, ça sert de brief pour toute la suite du projet et s'assurer qu'il y ait une cohérence dans la réponse apportée entre ce qu'on a pu imaginer nous en amont et ce que les utilisateurs dans la vraie vie pourront utiliser un jour. Est-ce que tu peux nous parler, d'un projet, que tu as fait chez Air Liquide et qui t'a vraiment marqué et nous expliquer, pourquoi il t'a marqué et quels sont les impacts qu'ont eu ce projet-là? Ouais, il y a un projet, ouais, je trouvais intéressant, ça s'appelle la Persona Encyclopédia. C'est une plateforme, on a été à l'initiative il y a quelques années. L'idée, c'était finalement de pouvoir rendre accessible toute cette connaissance utilisateur dans le groupe pour n'importe quel collaborateur. Ça, c'est voilà le point le plus important pour nous. Et en fait, il faut sur cette plateforme, ils peuvent retrouver tous les personas que l'on peut créer à travers nos études. Donc aujourd'hui, voilà, il y a plus entre 150 et 200 personas. Mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des personas qui sont construits sur la base de données collectées sur le terrain au travers de nos enquêtes. Donc ça, c'est notre premier critère auquel on voulait se tenir. Et ces personas ne mettent pas du tout en valeur des données sociodémographiques, comme on peut très souvent le voir, et ils sont plutôt construits sur des comportements, des usages que l'on peut observer et qui sont très spécifiques voilà, au regard du designer. Donc nous, c'est vraiment une photographie d'usage à un instant T. On est capable de dire, ah ben dans tel projet, on a pu voir que tel type d'infirmière a tel comportement dans tel contexte. Cela ne veut pas dire qu'on doit copier-coller de cette réponse-là, évidemment, dans tous les pays, dans tous les projets. Par contre, ça permet dans certains cas, dans de nombreux cas même, de pouvoir challenger des briefs de départ en disant on a telle connaissance utilisateur, au moins c'est un point de départ, une sorte de référentiel qu'on peut soit challenger ou utiliser pour commencer à construire une réflexion autour d'un sujet. Et c'est vraiment le mot réflexion qui me tient à cœur parce que finalement, le persona, c'est qu'un outil, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir capitaliser, de créer une conversation avec nos partenaires. On peut commencer à parler des besoins, des points de friction, des aspirations. J'irais dépasser le sujet voilà, de calibration d'un process industriel parce que forcément, nos partenaires sont plus à l'aise dans ce type d'échange. Là, nous, avec ces personnes, on arrive à incarner des usages et c'est ça qui est vraiment très riche pour nous. Et ça nous permet en fait de parler d'expérience. Quelle est l'expérience actuelle avec cette photographie et surtout donner un cadre pour parler de l'expérience cible que l'on cherche à avoir. Je voulais savoir pour toi, chez Air Liquide, peut-être alors, soit sur ce projet-là, soit dans votre organisation en tant que designer par rapport à votre environnement de travail et les équipes avec lesquelles vous travaillez, quelle est la phase ou le moment le plus critique en général dans vos processus de projet? Je dirais que c'est peut-être l'une des phases les plus critiques, mais aussi je pense la plus intéressante pour moi, c'est et pour l'équipe j'espère, hein, c'est la définition finalement de cette vision cible que je citais avant. Comme je disais, nos partenaires sont beaucoup plus habitués à calibrer des processus industriels et moins d'aborder l'expérience du sensible et de l'humain. Mais c'est aussi ça notre raison d'être dans l'organisation. Et en tant que designer intégré, avec tous les profils que j'ai pu citer avant, vraiment, je trouve qu'on a un rôle déterminant dans la définition de cette vision et on a une connaissance approfondie de l'entreprise, sa culture, ses contraintes, même ses ambitions. Donc, je pense que déjà pour enrichir ces visions-là et qu'on ait, je dirais, voilà, aussi une envie d'aller plus loin dans la réponse au travers de notre capacité singulière d'observer les usages, ça c'est extrêmement intéressant et ça offre de très belles opportunités de conception mais également pour connecter les parties prenantes grâce à un langage commun. Ce que je disais tout à l'heure, hein, finalement, le persona en tant qu'objet, c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'un slide, c'est qu'un poster. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tous les, on va dire, les personnes qui ont un pouvoir de décision ou d'influence se réunissent autour de la table, ils peuvent se dire, ah ben, finalement, de par les décisions que nous allons prendre, de par telle initiative, tel produit ou tel service, est-ce que oui ou non, on va aider cette population-là? C'est ça qui est, je trouve, intéressant. Et finalement, ça ouvre un débat et surtout, ça participe à garantir que l'expérience globale proposée soit cohérente et que, par exemple, les infirmières que je citais juste avant, elles puissent mieux soigner un patient, mieux collaborer avec d'autres corps de métier, d'autres soignants, etc. Et c'est ça vraiment le plus important au final. Est-ce que tu peux, nous expliquer justement quels sont les outils que vous utilisez? Parce que tu nous parles de cette plateforme, tu nous parles des personas, de l'importance de l'usage et de cette, quelque part difficulté première à faire comprendre à vos partenaires, cet axe de travail qui est pas dans leurs habitudes et dans leur commun. Et du coup, quels outils vous allez utiliser pour réussir à rendre, tangible et partager en fait cette vision des utilisateurs avec, vos partenaires qui sont plus de profil technique? Comme je disais tout à l'heure, alors c'est toutes des approches qualitatives, voilà, c'est vraiment ça dans l'ADN de l'équipe.
Donc il y a déjà les personas, il y a aussi tout un travail sur on va dire la modélisation des parcours, des expériences cibles que peuvent vivre aujourd'hui les populations que l'on va observer. Et ça, c'est finalement moi ce que j'aime dans les outils, surtout de les déconstruire pour en fait c'est le réapproprier. Et ce qu'on peut voir à chaque opportunité qu'on peut avoir avec un partenaire, c'est de dire finalement quel est votre besoin très spécifique sur ce projet-là et comment on peut déconstruire une user journey map, une stakeholder map, voilà toutes ces cartographies que l'on peut connaître et que ça soit le plus utile et le plus actionnable possible pour eux. Et c'est aussi, je pense, ce type d'outil, c'est intéressant pour nous et c'est aussi pertinent d'être intégré parce que on peut vraiment s'assurer que les enseignements qu'on va collecter, modéliser, donner à voir soient actionnables par la suite par nos partenaires. Parce qu'en fait, tous ces outils, c'est presque du sur-mesure. Enfin, typiquement, pour revenir sur les personas, je trouve personnellement qu'ils n'ont persona que le nom. Et voilà, c'est un nom qui était connu, donc on a aussi utilisé cet engouement pour pouvoir aussi rentrer en connexion avec notre écosystème. Finalement, je dirais c'est plus une sorte de mini rapport de user research sous la forme d'un slide qui est beaucoup plus accessible. C'est la même chose pour les cartes, on les réinvente en permanence, tout ce qui est service blueprint, user journey, on les réinvente pour que ce soit le plus accessible possible. Et c'est ça vraiment qui est important parce que faut qu'on soit accessible. On est un certain nombre de designers, de user researchers dans un groupe de mémoire de 65-70 000 personnes. Si ce que l'on produit, si ce que l'on imagine en termes d'expérience n'est pas accessible par le plus grand nombre, voilà, ça sera assez compliqué. Et pour finir, une dernière question. Comment, pour toi, aujourd'hui, vous avez réussi à rendre lisible et compréhensible justement votre métier, vos apports et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter? Comment vous y êtes pris en fait pour que le design puisse être intégré chez Air Liquide et que tout ça soit reconnu? Déjà, il faut reconnaître, je dirais, les efforts des fondateurs de notre entité, voilà, qui m'ont aussi précédé. Enfin, ils ont, avec leur leadership, je dirais qu'ils ont permis rapidement d'intervenir sur des sujets assez stratégiques pour le groupe. Déjà en donnant un espace pour que des profils design au sens large et data également puissent, je dirais, s'accoster au groupe et aussi pouvoir s'exprimer. Donc voilà, ce gros travail en amont qui a été essentiel pour nous, ça nous a aussi permis avec leur leadership de pouvoir aussi créer des partenariats de confiance avec des partenaires historiques avec qui on travaille depuis des années. Donc voilà, il y a aussi il y a le design qui est important, mais je pense qu'il y a aussi la place que l'on laisse au design et comment on l'invite dans une organisation qui est essentielle à questionner en amont. Et ça, il y a eu un travail considérable de leur part. Et en termes de lisibilité, je dirais qu'il y a aussi il y a une reconnaissance il y a maintenant quelques années où en fait le champ du design, la recherche utilisateur a été reconnu comme un domaine d'expertise dans le groupe. On a un réseau d'experts dans le groupe pour accompagner les talents. On va dire talents, jeunes talents dans une entité jusqu'à une position plus stratégique pour conseiller les décideurs sur des sujets d'importance. Et ça, c'est pas anodin. Voilà, ça nous place aussi au même niveau que d'autres types d'expertise dans le groupe. Et ça nous permet de pas être ce qu'on peut voir parfois dans certaines organisations, des designers un peu isolés. Mais là, ça crée une communauté de designers intégrés où finalement des designers qui sont aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres géographies peuvent échanger sur les sujets de pointe, les pratiques qui les intéressent et surtout ne pas être isolés. Et ça, c'est extrêmement important. Et en termes d'impact et de visibilité, je dirais à l'échelle des projets, ce que j'ai pu voir moi au début quand j'ai rejoint le groupe, c'est beaucoup de projets où on s'adressait finalement, on cherchait finalement, je dirais, à identifier ces fameux points de friction, voilà, les fameux pain points que l'on peut entendre très régulièrement. Ça, c'est la porte d'entrée avec laquelle on a réussi à avoir un grand nombre de projets, donc c'est très intéressant. Et ce qu'on a pu voir depuis quelques années maintenant, alors c'est en complément, hein, c'est des partenaires, notamment des partenaires de la R&D qui viennent nous voir avec des briques technologiques. Ça peut être des algos, des dispositifs, tout, on va dire, système, en disant, voilà, il y a une valeur à l'échelle du laboratoire, on arrive à prouver que c'est intéressant pour nous. Est-ce que ça a aussi de la valeur pour cette population-là sur le terrain et est-ce que c'est potentiellement intéressant pour eux à adopter ou est-ce qu'il y a un gros risque de disruption de leurs habitudes ou de leur quotidien? Et donc ça, on a de plus en plus ce type d'études que je trouvais en fait assez passionnantes parce que ça connecte les designers, les user researchers et d'autres équipes dans le groupe au travers de projets. Donc c'est extrêmement riche, je trouve. Et la troisième dimension, je vois de plus en plus également aussi, c'est la capacité, je dirais, à convoquer le design pour modéliser des écosystèmes assez complexes, pour donner à voir aussi des points de vue singuliers sur des écosystèmes. Air Liquide est très rarement seul sur un marché.
passe beaucoup par des partenariats, des collaborations, des joint ventures. Voilà, il y a plein de modèles différents, mais on est toujours, je dirais, en collaboration avec des partenaires. Et donc, comprendre les besoins de chaque organisme dans ces écosystèmes, c'est essentiel. Le design, les designers, de par leur capacité à comprendre, modéliser, donner à voir ces expériences, ce que je disais tout à l'heure, hein, actuelles ou cibles, c'est extrêmement riche et en termes d'impact, ça nous permet vraiment de pouvoir imaginer des propositions de valeur, comme je disais au début, hein, où il y a toujours plus de sécurité, de fiabilité, de performance et surtout de désirabilité, parce que c'est vraiment ça qui nous anime dans tous nos projets. Très bien. Merci beaucoup Simon pour cet échange autour du design intégré chez Air Liquide. Et merci Annabelle.